Merci Pierre, merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi d'être parmi nous aujourd'hui. Et je voudrais peut-être commencer en rappelant une belle phrase du poète portugais Fernando Pessoa qui nous enjoignait, disait-il, à être multiples comme l'univers. Voilà, donc c'est ce dont je nous propose de discuter pendant la demi-heure qui vient. Et avant d'en venir à l'acception astrophysique ou cosmologique du concept de multivers, j'aimerais que nous passions quand même quelques minutes à le réintégrer peut-être dans une histoire de la philosophie occidentale, non pas bien sûr parce que son acception contemporaine serait en continuité, ce n'est pas le cas, il y a une rupture conceptuelle qui vraisemblablement s'opère aujourd'hui dans le champ scientifique, mais il est quand même intéressant de garder à l'esprit que cette idée n'est pas fondamentalement novatrice. Et je crois que c'est vraisemblablement à Anaximandre qu'on lui doit la paternité, à qui l'on doit la paternité de ce concept. Anaximandre, qui est un savant et philosophe de l'époque milésienne, présocratique, du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui explicitement évoque dans ses premiers écrits une multiplicité de mondes et qui est aussi vraisemblablement l'un des pères, non pas sans doute de la science moderne évidemment, mais au moins d'une forme de pensée pré-scientifique, en cela qu'il recourt à un arché. Vous savez ce que les Grecs appelaient l'arché, c'est un principe unique, fondateur, régulateur, qui chez Anaximandre prend la forme de l'apeiron, apeiron qui est à la fois l'indéfini et l'infini, donc avec une sorte comme ça de polysémie ou de plurivocité constitutive, qui va ensuite être déployé en particulier par les atomistes et donc par Démocrite. Démocrite, alors on ne dispose qu'une doxographie très lacunaire, mais qui, dans ses lettres à Simplicius, évoque de façon très claire une multiplicité de mondes. Il écrit kosmoi, qui est le pluriel de cosmos en grec, et il dit très exactement que non seulement les atomes, mais que les mondes eux-mêmes sont aussi en nombre illimité, ce qui est quand même assez saisissant. Alors plus tard, Épicure va continuer sur cette lancée, qu'il va amender avec cette belle idée, vous savez, de la petite déviation, ce qu'on appelle aujourd'hui la déclinaison, ce qu'on appelait en grec le parenklisis et en latin le clinamen. Lucrèce en parle beaucoup, de natura rerum. Nec plus qua minimum, dit-il. Vous savez, la déviation à peine plus que le minimum. Et donc là, c'est une situation intéressante parce qu'à la fois les mondes sont multiples et puis on commence à voir émerger une dose d'aléa, comme ça, une dose d'indéterminable dans le fonctionnement mécaniciste du réel. Et je crois que c'est aussi d'ailleurs pour nous une belle leçon d'humilité. Parce que vous savez que les exégètes de Lucrèce, de Cicéron à Marx, ont tous considéré que ce clinamen était une absurdité principielle parce qu'ils ont pensé dans le cadre d'une statique des solides, alors que si l'on pense par exemple, comme le propose Michel Serres, dans le cadre d'une dynamique des fluides, il est tout à fait possible que cette petite déviation ne soit rien d'autre que l'incoatif de la turbulence, que ce soit en réalité le tourbillon naissant par exemple. Alors chez Platon, on voit aussi poindre la possibilité d'univers multiples. Au Timée, par exemple, Platon réfère souvent à cet univers-ci, à cet univers-là, comme s'il pouvait y en avoir d'autres, mais très rapidement, il referme cette porte et il met en place cette grande dialectique de l'un et de l'ordre qui va nervurer finalement toute la métaphysique occidentale, dans ce qu'on pourrait appeler un balancement entre Leibniz et Kant, disons le grand ordre divin, l'ordre théologique, et puis d'autre part, la supervision par la raison humaine et l'opérateur catégoriel, tel qu'on va le retrouver dans la critique de la raison pure. Alors ensuite, évidemment, l'âge médiéval ne sera pas très propice à l'apparition d'univers multiples ou de mondes nombreux. Thomas d'Aquin, par exemple, est très clair dans sa somme théologique. Le monde est unique, il est principiellement unique, ontologiquement unique, parce que adossé évidemment à la rationalité divine, et donc la question semble être définitivement refermée jusqu'à ce que la Renaissance ouvre à nouveau ses portes un peu subversives. En particulier, je crois avec Nicolas de Cuse, qui dans sa Docte ignorance va de façon non ambiguë mentionner l'existence de mondes multiples, qui sera ensuite déployé ou déplié par Giordano Bruno, qui est un penseur extraordinairement subversif, très insolent finalement dans son acuité intellectuelle et sa manière de contrecarrer toutes les évidences de son temps, ce qui lui a valu, comme on le sait, de mourir brûlé par le tribunal de la Sainte Inquisition. Et Bruno, dans ses lettres à Philothéo, demande très concrètement qu'on pense l'infinité du ciel, l'infinité du monde, et qu'on sorte de ce tribunal, disait-il, de la sotte ignorance. Et c'est une idée qui se trouve aussi en écho d'ailleurs à son frère de cœur français, François Rabelais,
qui évoque à plusieurs moments les mondes multiples sous forme de vérité, comme ça, qui tombent comme des gouttelettes dans l'abbaye de Thélème, sous forme de référence au philosophe grec Pétron, sous forme d'oiseau dans la bouche de Pantagruel. Mais c'est un peu différent, parce que chez Bruno, on est quand même dans le langage vernaculaire de la philosophie. On est dans la pensée holiste, globale, logique, pré-scientifique, alors que chez Rabelais, on est plutôt dans le mystique, dans le magique, dans le miraculeux, dans l'auto-exégèse de sa propre narration. Donc c'est une pensée qui est un peu différente de celle de Bruno. Alors ensuite, à l'âge classique, évidemment, on pense à Leibniz, grand théoricien des mondes multiples, puisque finalement le principe de moindre action que nous utilisons, nous physiciens, provient bien de cette idée, de ce qu'il y a différentes trajectoires possibles, mais dont une seule, enfin au moins en tout cas en physique classique, dont une seule est instanciée. Et ça, il faut le garder à l'esprit parce que les mondes nombreux de Leibniz ne sont que des mondes possibles, ce ne sont pas des mondes réels. Alors je sais bien qu'en philosophie, on n'oppose pas le virtuel au réel, on ne l'oppose qu'à l'actuel, mais quand même, je ne crois pas finalement que Leibniz soit véritablement la figure tutélaire à laquelle il faille référer pour penser le multivers. Ce ne sont que des possibles, ce ne sont pas des actuels en tout cas. Alors au XVIIIe siècle, l'idée se déploie avec le Bouvier de Fontenelle et ses entretiens sur la pluralité des mondes, mais c'est un peu différent. Là, on est plutôt dans le dialogue de séduction, on est dans une entreprise presque libertine, et finalement, cette multiplicité des mondes est plutôt une sorte de métaphore pour une sorte de relativisme philosophique quant à la multiplicité de comprendre le réel et la multiplicité des postures éthiques ou métaphysiques. Et pour terminer, en philosophie contemporaine, on voit à nouveau émerger cette idée. Je donne simplement deux exemples. Celle d'abord de David Lewis, qui s'intéresse à des questions très techniques de philosophie du langage. Par exemple, ce qu'on appelle les conditionnels contrefactuels. Si ce matin, mon train avait brûlé, je ne serais pas aujourd'hui pour faire cette conférence cet après-midi. Cette proposition est vraie. Mais comment sait-on qu'elle est vraie, puisque ceci n'a pas eu lieu, et puisque ceci n'aura jamais lieu, puisque je réfère à un événement passé? Qu'est-ce qui fait que cette proposition vraie est vraie? Et pour Lewis, la seule réponse possible, c'est qu'il y a un autre monde dans lequel j'ai effectivement raté mon train, dans lequel effectivement je ne donne pas cette conférence. Alors du point de vue métaphysique, ça semble un peu échevelé comme proposition, et ça l'est d'ailleurs effectivement, mais du point de vue mathématique, c'est assez intéressant parce que c'est une sorte de transition de ce qu'on appelle la logique des prédicats monadiques vers la logique modale. Donc c'est quelque chose qui est quand même très intéressant du point de vue conceptuel. Et enfin, Nelson Goodman, philosophe analytique américain, mort il y a une décennie environ, professeur à Harvard, qui lui s'intéresse à la diversité des mondes, mais en un sens encore complètement différent, qui est en quelque sorte la diversité de notre capacité à créer des mondes à travers les systèmes symboliques. Des mondes, disait-il, faits à partir de rien, par l'usage de symboles, en s'inspirant du philosophe néo-kantien Ernst Cassirer. Et le point important pour Goodman, si vous voulez, c'est le refus du réductionnisme. C'est-à-dire que ce qu'il disait, c'est qu'on ne réduira pas le monde de Mozart à celui de Bach et qu'on ne réduira pas le monde de Joyce à la physique théorique. Le deuxième exemple est le sien, même si vous savez que le terme quark provient du génial Finnegan's Wake, mais toujours est-il qu'en effet, les équations d'Einstein ne contiennent pas l'Ulysse de Joyce, et réciproquement. Et ce que dit finalement Goodman, c'est que les quarts de ton, les champs quantiques, les quarks et les faits ne vivent pas dans le même monde. Et qu'on ne va pas pouvoir subsumer comme ça la totalité des réels sous une sorte de réel unique, quel qu'il soit, mais qu'il faut néanmoins référer en permanence à des systèmes symboliques différents qui sont légitimes, qui ont des critères d'évaluation parfaitement pertinents et parfaitement rigoureux, mais dans une large part indépendants les uns des autres. Alors j'en arrive évidemment maintenant à ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, c'est-à-dire l'acception scientifique, contemporaine et astrophysique de l'idée de multivers. Alors, je voudrais peut-être commencer par quelques exemples ou un petit panorama de quelques possibilités comme ça d'univers multiples telles qu'elles font effraction en quelque sorte dans la science contemporaine. Je pense d'abord évidemment à la relativité générale puisque c'est une conférence sur la gravitation. Alors la théorie d'Einstein, dont je n'en parle pas puisque mes prédécesseurs l'ont fait avec brio, nous montre que l'espace se distend, se distord, comme le disait Wheeler, que l'espace dit à la matière comment se déplacer et qu'en retour la matière dit à l'espace comment se courber, mais elle nous montre finalement surtout que l'espace c'est un champ dynamique, comme les autres, que l'espace c'est quelque chose qui est en interaction avec les autres champs physiques, qui est lui-même mu par ses équations d'évolution. Et cette relativité, quand on lui applique les symétries de la cosmologie, alors symétries d'ailleurs qui ne sont pas écrites dans les tables de la loi, qui sont simplement constatées à grande échelle dans l'univers, l'homogénéité et l'isotropie, eh bien on peut voir que seules trois géométries sont possibles,
Et là, pour des raisons de simplicité, je ne vais pas évoquer les problèmes topologiques. Et sur ces 3 géométries, 2 d'entre elles conduisent à un espace infini. Et celle qui conduit à un espace de taille finie, un espace sphérique, néanmoins va évidemment conduire à un espace qui est beaucoup plus grand que l'univers observable, ce qu'on appelle le rayon de Hubble. Si vous voulez, c'est un peu comme la vigie qui, du haut du mât de son bateau, sait très bien que l'océan ne s'achève pas là où s'achève son regard. C'est évident que la mer continue, même au-delà de ce qui est visible depuis le sommet du mât du navire. Et de même, tous les cosmologistes savent que l'espace ne s'arrête pas là où ils ne peuvent pas voir. Bien sûr, l'espace continue. Il est fini ou infini, mais il est de toute façon beaucoup plus grand. Et ça, c'est déjà finalement une forme de multivers. Parce que si j'appelle univers, non pas universus, la totalité de ce qui existe, qui n'a pas un grand sens du point de vue scientifique, mais la totalité de ce qui est causalement corrélé à nous, disons une sorte de rayon de Hubble, et là encore, il faudrait définir les termes avec plus de précision, en réalité, ces univers vont se trouver en très grand nombre ou en nombre infini dans l'espace. Et ce n'est pas simplement un nouveau récit au sens presque métaphysique, ça peut même changer des choses. C'est-à-dire que les spécificités du monde qui nous entoure peuvent être amenées à être réinterprétées par cette diversité. Vous voyez, si vous êtes un poisson, vous pouvez vous demander, mais comment se fait-il qu'il n'y ait que de l'eau dans l'univers ? Non, il n'y a pas que de l'eau dans l'univers. C'est qu'en tant que poisson, vous êtes évidemment dans l'eau. Mais vous pouvez, par la force de votre pensée, comprendre qu'il y a autre chose que de l'eau dans l'univers. Donc il se pourrait que l'aspect local de notre rayon de Hubble ne soit pas nécessairement représentatif de la totalité de l'univers si effectivement celui-ci contient une infinité de volumes de Hubble. Et ça a déjà d'ailleurs comme conséquence que si les lois de probabilité sont plates et que l'espace est infini, tout ce qui est possible doit se reproduire et même se reproduire une infinité de fois. Donc on doit trouver à distance finie nos copies conformes et même une copie conforme d'un volume entier de Hubble. Et si vous n'avez pas de constante cosmologique, c'est intéressant, parce que ces différents volumes de Hubble qui auront le même passé, par hypothèse, n'auront pas forcément le même futur, parce que des modes physiques différents vont rentrer dans l'horizon, et donc on va déjà avoir une sorte de perte de causalité au niveau purement classique, ce qui est assez intéressant philosophiquement. Alors cette même relativité générale peut aussi pointer du doigt quelques autres formes d'univers multiples, je pense aux trous noirs, puisqu'on vient d'en parler. Donc les trous noirs maintenant font partie du bestiaire de l'astrophysicien. Ce sont des objets dont pratiquement plus personne ne peut raisonnablement douter de l'existence. Alors ils posent encore quelques problèmes théoriques, en particulier en ce qui concerne la physique quantique quand on l'invite dans la partie, mais du point de vue classique, comme l'exposé de Thibaut Damour l'a brillamment montré, bon, ce sont des objets que l'on connaît maintenant avec une grande précision et qu'on observe avec une grande précision. Et on peut représenter la structure causale de l'espace à l'intérieur et à l'extérieur du trou noir dans un diagramme d'espace-temps, dit de Penrose-Carter, qui permet, par un petit jeu mathématique de transformation conforme, de rendre compte sur une taille finie d'un espace éventuellement infini. Alors c'est assez intéressant déjà pour le trou noir de Schwarzschild, le trou noir le plus simple, statique, parce qu'on voit apparaître un second univers, alors qui n'est pas vraiment accessible, mais qui est éventuellement visible depuis l'intérieur du trou noir. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est si on prend un trou noir en rotation, un trou noir de Kerr, ou un trou noir chargé d'ailleurs, où la singularité n'est plus une ligne horizontale, comme dans le cas de Schwarzschild. Alors une ligne horizontale, c'est quand même assez fort, parce que ça représente moins un lieu spatialement déterminé qu'une sorte d'arrêt du temps, finalement. Et là, la ligne pivote de 90 degrés devient une ligne verticale, et une ligne verticale, ça veut dire qu'elle est a priori évitable. Et ce qu'on voit apparaître, ce n'est pas seulement un autre univers, mais un chapelet, même une infinité d'autres univers, qui sont potentiellement accessibles. Alors, il faut rester très calme. En ce qui me concerne, je ne mettrai pas un grand indice de confiance à ce multivers-là. D'abord parce que ceci est quand même avant tout un jeu mathématique, qu'on appelle un prolongement analytique, dont il n'est pas du tout acté qu'il soit physiquement viable. Il faut quand même garder à l'esprit que tout ce qui est mathématiquement possible n'est pas réel, loin s'en faut. Et ensuite, quand bien même ces univers existeraient, il y a fort à parier qu'ils ne soient pas accessibles, puisqu'on a pu montrer que les trous de verre qui les connecteraient seraient extrêmement instables, et qu'en réalité la matière telle qu'on la connaît ne pourrait pas les traverser de façon satisfaisante. Mais enfin, la possibilité au moins est ouverte et a suscité un certain nombre de travaux sérieux il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, quand les questions ont été pour la première fois posées. Ces mêmes trous noirs d'ailleurs ont été à nouveau convoqués dans des modèles de sélection darwinienne cosmologique, en supposant qu'ils pourraient être en quelque sorte des pouponnières d'univers et que chaque trou noir créerait un nouvel univers au sein de l'univers parent. Alors c'est une idée qui n'est pas inintéressante, parce qu'il est vrai que
un trou noir dont le diamètre extérieur, vu en coordonnées de Schwarzschild, est de quelques kilomètres, disons un trou noir stellaire, pourrait avoir un volume intérieur qui serait beaucoup plus grand au bout d'un temps suffisant que la totalité de l'univers aujourd'hui visible. Donc ce n'est pas du tout incohérent, c'est pas fondamentalement inepte, bien sûr, comme idée. Et on pourrait supposer que l'univers fils hérite des lois physiques de l'univers père, avec de petites variations quantiques, donnant par là même lieu à un phénomène de sélection darwinienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce type de modèle est assez facilement testable, au moins en principe, puisqu'on pourrait le confronter au paysage des lois physiques. Bon, ce qui est un petit peu moins réjouissant, c'est qu'à mon avis, s'il est falsifiable, il est déjà falsifié, parce que je serais très étonné que les lois de la physique telles qu'on les connaît maximisent effectivement la production de trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous commencez à sentir poindre la possibilité, assez flou à ce stade, mais la possibilité d'un lien entre l'idée d'univers multiple et quand même une certaine forme de falsification scientifique et observationnelle. Alors le second exemple que je voudrais mentionner, c'est celui de l'autre grande théorie du XXe siècle, la physique quantique, dont on va probablement un peu moins parler, puisque c'est une conférence sur la gravitation. Alors la physique quantique, en un mot, enfin je crois que tout le monde est plus ou moins physicien dans la salle, donc en vraiment un mot, nous rappelle qu'à petite échelle, un certain nombre de grandeurs deviennent discrètes, discontinues, un peu comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait, qui nous montre qu'il faut renoncer à une certaine forme de déterminisme tel qu'on le connaissait en physique classique, et puis aussi que certaines particules sont comme douées d'ubiquité finalement. Alors cette physique quantique, elle est évidemment très bien définie mathématiquement, elle est très bien vérifiée expérimentalement, mais il y a quand même quelque chose d'un peu disgracieux dans la manière dont on l'apprend à l'école, dans les postulats de base, c'est que quand un système quantique interagit avec un système classique, on va supposer un effondrement du paquet d'ondes, une projection du vecteur d'état, ce qui rompt l'unitarité du processus et pose un certain nombre de problèmes conceptuels assez fondamentaux. Et c'est une des raisons pour lesquelles un physicien de Princeton a émis il y a quelques décennies l'hypothèse d'une nouvelle interprétation dite de Everett, c'est son nom, ou dite des univers multiples, suivant laquelle, alors là je fais la version un peu vulgarisée parce qu'il y a des versions plus précises que celle-là, mais donc de façon intuitive, disons, lorsqu'un système quantique interagit avec un système classique, s'effectue un embranchement en univers parallèles. Et donc dans cette acception, la raison pour laquelle nous n'observons pas le chat de Schrödinger, vous savez, ce fameux chat dans l'expérience de pensée dont l'état serait assujetti à un système quantique lui-même susceptible d'être dans une superposition d'états. Donc, si nous n'observons pas ce chat simultanément vivant et mort, c'est parce qu'il est vivant dans un univers et mort dans un autre univers. Alors, évidemment, mathématiquement, c'est plus beau, mais on a longtemps objecté à cette posture qu'elle était purement métaphysique, qu'elle était fondamentalement attestable, et que c'était donc, ça relevait donc de l'interprétation et pas de la structure théorétique du discours. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. J'ai montré, en reprenant d'ailleurs des arguments donnés par Don Page, qu'on pouvait imaginer des situations de cosmologie quantique où en réalité l'interprétation de Everett ou l'interprétation canonique de Copenhague donne potentiellement lieu à des prédictions différentes. Alors ça reste très théorique à ce stade, hein, c'est très très difficile à confronter avec les observations, mais ce ne sont pas des choses qui sont absolument impossibles en principe. Alors ensuite, évidemment, on peut jouer le jeu, pour un troisième exemple, de conjoindre la physique quantique et la relativité générale. Alors c'est un grand problème ouvert, comme vous le savez, de physique théorique, donc on n'a pas de solution consensuelle à cet immense problème, mais il y a des pistes. Par exemple, la piste de la gravité à boucle, qui va simplement tenter d'effectuer une quantification canonique de la relativité générale, mais quand on réécrit celle-ci dans un formalisme de type théorie de jauge. Et ce qui est intéressant, c'est que si on applique cette idée à un système finalement très simple qui est l'univers, enfin l'univers à grande échelle, qui est très simple parce qu'il est presque maximalement symétrique, eh bien on voit alors que la singularité initiale, le Big Bang, disparaît, se trouve remplacé par ce qu'on appelle un Big Bounce, c'est-à-dire un grand rebond, ce qui signifierait qu'il y aurait eu une phase de contraction dans la phase précédant l'actuelle expansion, éventuellement d'ailleurs un certain nombre de cycles, ce qui n'est pas sans poser d'autres problèmes théoriques que je n'ai pas le temps de mentionner, mais qui ne sont pas anodins. Et là, ce qu'on voit apparaître, ce n'est plus un multivers spatial comme en relativité, ce n'est plus un multivers parallèle comme en physique quantique, mais c'est plutôt un multivers temporel où les mondes se suivent. Alors on pourrait objecter qu'en réalité c'est le même univers qui pulse, mais là la disjonction, si vous voulez, est purement sémantique, parce qu'en réalité il y a une sorte de remise à zéro à chaque cycle qui fait que ça ne change pas grand-chose de considérer que c'est le même univers qui est en pulsation ou qu'on change réellement d'univers, encore que il n'est pas absolument impossible que certaines perturbations, comme des ondes gravitationnelles, c'est les seules qui sont suffisamment faiblement couplées pour pouvoir éventuellement survivre au rebond, puissent persister d'un cycle à l'autre et laisser quelques empreintes ténues
éventuellement discernable dans le rayonnement cosmologique fossile qui, vous le savez, est actuellement mesuré par les expériences. Et je voudrais enfin en venir à ce qui me paraît être la version la plus fascinante et la plus vertigineuse finalement du multivers, qui est la conjonction du paradigme inflationnaire avec la théorie des cordes. Alors, l'inflation, c'est l'hypothèse suivant laquelle, quelques instants après le Big Bang, le facteur d'échelle, la taille intuitivement de l'univers s'est trouvé décuplé, multiplié par un facteur gigantesque d'au moins exponentielle 60. C'est une bonne théorie au sens où elle est nécessaire pour résoudre certaines apories bien connues de cosmologie, et au sens où elle permet de comprendre, par exemple, la formation des grandes structures, qui résultent dans ce cadre-là de perturbations quantiques qui sont calculables, mais surtout au sens où elle a fait des prédictions, quand même. Donc maintenant, on n'en est plus simplement à la post-diction, qui est toujours, vous savez, un peu plus facile en physique théorique. Elle a vraiment fait des prédictions, il y a des choses qui ont été dites avant d'être mesurées. Donc, sans être certaine, mais aucune théorie ne l'est jamais, on peut quand même considérer que l'inflation jouit d'un niveau de crédibilité qui est relativement élevé. Elle fait en tout cas partie du modèle standard de la cosmologie tel qu'on l'enseigne aujourd'hui aux étudiants. Et cette inflation, quand on la regarde de près, dans les modèles les plus simples, pas dans tous les modèles, mais au moins dans les modèles les plus simples, elle ne va pas en fait générer un univers, mais elle va plus ou moins automatiquement, pour des raisons assez simples à comprendre intuitivement, générer un chapelet, une arborescence d'univers bulles, vraisemblablement même un nombre infini d'univers bulles. L'inflation ne cesse jamais de façon globale, elle ne cesse que de façon locale, simplement, si vous voulez, parce que là où elle ne cesse pas, l'espace croît exponentiellement. Donc vous avez toujours exponentiellement plus de zones où l'inflation ne s'arrête pas que de zones où l'inflation s'arrête par construction du processus inflationnaire. Donc ça va générer déjà une forme de multivers. Mais ce qui est intéressant, c'est si on pense cette structure dans le cadre de la théorie des cordes, que je ne présente pas puisque d'autres le feront sans doute de façon exhaustive demain, mais qui est une très belle proposition, qui est non seulement une théorie de gravité quantique, puisque les cordes possèdent dans leur spectre d'excitation un boson sans masse de spin 2, un graviton, mais qui est aussi une tentative de théorie d'unification des interactions fondamentales et des particules élémentaires. Et cette théorie des cordes, comme vous le savez, requiert l'existence de dimensions supplémentaires, que nous ne voyons pas, c'est en cela qu'elles sont supplémentaires, et qu'il faut donc recroqueviller sur elles-mêmes, ce qu'on appelle compactifier en mathématiques. Et quand on tient compte des différents schèmes de compactification et des flux magnétiques généralisés, si vous voulez, qui les traversent, on voit apparaître un très grand nombre de lois physiques effectives différentes. On parle de 10 puissance 500, c'est un chiffre canonique, mais ça peut fixer un ordre de grandeur qui est tellement gigantesque qu'il dépasse l'intellection humaine, et c'est excusez-moi, c'est ce qu'on nomme le paysage de la théorie. Paysage, c'est un terme qu'on emprunte à la biologie, dans lequel effectivement on s'intéresse comme ça au phénotype. Alors là, évidemment, ça devient absolument fascinant, parce que quand on conjoint ces deux propositions, ce ne sont pas seulement les phénomènes qui vont varier, mais ce sont aussi les lois. Vous voyez, les lois, c'est les régulateurs, c'est ce qui est fondamentalement nécessaire par construction, et là on voit un petit peu la contingence venir infecter la nécessité elle-même, c'est-à-dire que la question, n'en déplaise à Leibniz, n'est peut-être plus pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, mais pourquoi une telle diversité et non pas une morne uniformité. Alors, ce qui est très important, je crois, c'est de souligner dès maintenant que ce n'est pas, enfin à mon sens en tout cas, ce n'est pas un retour au vieux démon de l'anthropocentrisme, pas du tout. Au contraire, je pense que c'est un nouveau geste d'humilité, parce qu'il y a une continuité dans tout ça. Notre vision du monde a été géocentrée, héliocentrée, galactocentrée, cosmocentrée, et peut-être qu'elle devient strictement acentrique en réalité. Et en ce sens, la vision du multivers, c'est plutôt une nouvelle manière de déchoir notre univers lui-même de son piédestal et de le réinterpréter comme un îlot dérisoire et contingent dans cet océan de diversité. Alors, la question qui me semble intéressante à ce stade, parce que c'est quand même assez révolutionnaire, mais la question fondamentale, je crois que, ou les questions fondamentales, je crois que sont les suivantes. Premièrement, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que c'est simplement une posture mythique ou métaphysique ? Et deuxièmement, est-ce encore de la science au sens orthodoxe et conservatif du terme ? Donc il me reste une petite dizaine de minutes pour essayer de faire face à ces deux interrogations. Alors, qu'est-ce que ça change ? D'abord, je crois qu'il ne faut quand même pas confondre la physique et son usage instrumental. C'est ce que disait Ferdinand de Saussure de la linguistique. La physique, c'est effectivement ce qui permet d'améliorer les téléphones portables, mais c'est quand même pas que ça. Donc en tant que grand récit, en tant que posture sur ce que sont nos origines, je crois qu'elle a aussi un rôle louable, et de ce point de vue, évidemment, ça change quelque chose. Mais je voudrais être un peu plus spécifique quand même que cette réponse presque philosophique.
Paul Steinhardt, par exemple, de Princeton, a montré que pour des questions très pratiques, c'est-à-dire de mise à l'épreuve, de modèles cosmologiques concernant cet univers-ci, concernant là où nous vivons, la manière de corroborer ou d'infirmer une proposition à partir des observations ici réalisées va dépendre du fait qu'on tienne compte ou non du lot d'univers multiples qui est engendré par cette même proposition. C'est-à-dire que si vous vous posez une question très concrète, qui est de dire ce modèle d'inflation est-il plutôt favorisé ou défavorisé par ce que j'observe, la réponse à cette question peut dépendre, et dans certains cas peut dépendre de façon drastique, c'est-à-dire oui versus non, de la prise en compte ou non du lot d'univers multiples qui est généré par cette même proposition. Donc même pour faire de la physique ici, oui, ça peut changer quelque chose. Et puis au-delà de ça, il y a des questions quand même assez fondamentales. Alors si on avait le temps, il faudrait parler de la constante cosmologique, il faudrait parler de la hiérarchie d'échelle du modèle standard, etc. Mais je vais prendre la version la plus vulgarisée de cette même question finalement, qui est comment se fait-il que les lois de la physique sont si extraordinairement bien adaptées à l'existence de la complexité en général, et disons de la vie en particulier. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de paramètres libres dans les théories physiques effectives et qu'il semble que si on varie la plupart de ces, presque chacun de ces paramètres d'une grandeur relativement petite, l'état de l'univers, alors soit différent de celui qu'il est, ça c'est évident, c'est une tautologie, mais soit essentiellement celui d'un univers pauvre, sans structure, sans chimie, sans galaxies, sans étoiles, sans aucune forme de complexité. Alors, il se pourrait que nous ayons eu une chance extraordinaire. Voilà. Dans le coup de dé initial, la nature a choisi ce sous-espace qui est presque de mesure nulle de paramètres permettant l'existence d'un monde diapré et protéiforme. C'est possible, mais ce n'est pas très convaincant par construction. Une autre solution, c'est celle de ce qu'on appelle le dessin intelligent, qui est de dire que finalement, les choses sont comme ça parce que quelqu'un, donc quelqu'un c'est Dieu pour ne pas le nommer, a voulu que l'homme existe. Ce qui est possible aussi, mais ce qui n'est pas une explication scientifique. Et la troisième possibilité simple, c'est précisément celle du multivers, qui consiste à dire que si vous jouez une fois au loto, vous êtes presque certain de perdre. Mais si vous jouez une infinité de fois au loto, vous êtes tout à fait certain de gagner. C'est-à-dire que si vous avez un lot d'univers avec des lois physiques qui varient, il n'est pas du tout étonnant que parfois les lois soient favorables à l'existence de la complexité et que parce que nous sommes nous-mêmes des structures complexes, nous nous trouvions bien sûr dans un sous-ensemble du multivers qui permet notre propre existence. Donc là, il faut faire très attention. Quand on réfère à ce qu'on appelle le principe anthropique, alors il y a beaucoup de formes du principe anthropique, mais pour prendre la version historique, celle de Carter, il y a une très grande mésinterprétation chez certains physiciens. Ce n'est pas du tout un principe finaliste ou téléologique qui dit les choses sont ce qu'elles sont parce qu'il fallait que l'homme existe. C'est un peu le contraire de ça en réalité. Le principe anthropique, ce n'est rien d'autre, ce n'est pas un principe d'ailleurs, c'est un rappel de la méthode scientifique qui nous dit que l'environnement direct n'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble de l'échantillon et qu'il y a évidemment un biais de sélection. Nous habitons une planète tellurique. Et évidemment, l'univers ne ressemble pas du tout à une planète tellurique. Mais en tant que structure complexe, évidemment, on n'est pas au cœur du Soleil ni dans le vide interstellaire. Donc notre environnement direct est biaisé par ce que nous sommes. Donc naturellement, si nous avons un lot d'univers et qu'on essaye de reconstruire la science ou le monde à grande échelle, on doit tenir compte de ce biais de sélection. C'est finalement quelque chose d'assez orthodoxe, je crois, dans la méthode scientifique. Donc en effet, il me semble que ça change des choses. Mais quand même, la question qu'on se pose tous, je crois, c'est, est-ce quand même bien sérieux tout ça? Est-ce qu'on est encore en train de faire de la physique digne de ce nom? Est-ce qu'on est encore dans la sphère de la science respectable et testable? Alors, je vais en venir au critère de Karl Popper, qui est très fameux et très consensuel chez les physiciens, mais je voudrais juste prendre 10 secondes pour rappeler que la définition de la science est une chose complexe. Que la vision poppérienne n'est pas la seule possible, qu'il y a beaucoup d'épistémologies différentes, qu'on pourrait recourir à une épistémologie plus sociologique, à la Bourdieu, plus anthropologique, à la Latour, plus paradigmatique, à la Kuhn, plus artistique, à la Feyerabend, plus poétique, à la Bachelard, et que toutes ces visions, qui sont plus ou moins correctes, suivant nos propres préceptes et nos propres attentes de la science, donneraient lieu à des définitions extrêmement différentes. Je crois en ce qui me concerne que la définition poppérienne est assez faible, que souvent elle ne fonctionne pas d'ailleurs, et que la plupart des théories qui sont aujourd'hui scientifiquement admises, comme le darwinisme, auraient été considérées comme infalsifiables à leur émergence. Donc ne soyons pas trop,
certain de savoir définir ce qu'est la science. Mais puisqu'il ne me reste que quelques minutes, prenons à titre expérimental la définition de Popper et considérons donc qu'une proposition est scientifique si on peut la falsifier, si on peut montrer qu'elle est fausse. On ne peut jamais montrer qu'une théorie scientifique est vraie, sauf en mathématiques, mais en sciences de la nature, on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas réaliser l'infinité des expériences qui la mettraient à l'épreuve avec une précision infinie, mais on peut montrer qu'elle est fausse, naturellement, si une expérience vient contredire les prédictions du modèle. Alors en ce sens, il semble que le multivers soit infalsifiable, et donc non scientifique, puisque je ne peux pas aller me balader dans ces autres univers et vérifier leur existence, ou même vérifier davantage encore la structure du paysage. Alors ça paraît vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai en réalité. Parce que d'abord, ce n'est pas absolument certain qu'il n'y a aucune interaction possible entre les univers multiples. Il y a plusieurs pistes qui sont sondées. L'une d'elles, peut-être la plus intéressante à mon sens, c'est de regarder ce qui se passe quand on crée des univers dans un état enchevêtré, un état entriqué, ce qui est possible en mécanique quantique. Dans ces cas-là, vous savez que si on mesure l'état d'un photon, on va immédiatement changer la polarisation d'un autre photon. Et des calculs assez sérieux ont été faits en montrant que le potentiel du champ d'un flaton va recevoir des corrections quantiques lors de la décohérence d'un des univers si l'autre est dans un état enchevêtré, donnant éventuellement même naissance à des effets qui sont tellement gros qu'ils sont déjà contredits par les données expérimentales. Alors, c'est un jeu un peu dangereux parce que, comme on ne connaît pas le potentiel initial en réalité, c'est quand même assez compliqué de dire qu'il est exclu par les corrections puisqu'on ne sait pas vraiment ce que l'on corrige. Donc, je resterai, en ce qui me concerne, très circonspect sur cette conclusion, mais ça montre quand même qu'il n'est pas, en principe, exclu d'observer certaines interactions ou corrélations entre les univers. Mais au-delà de ça, mon objection est plus profonde en réalité, elle est plus philosophique que ça. C'est que le multivers n'est pas une théorie. Si c'était une théorie, ça serait une mauvaise théorie. Mais on n'a pas parlé de la théorie du multivers, là. On a parlé de relativité générale, de mécanique quantique, de théorie des cordes, de gravité à boucle. Et ça, ce sont des théories. Ce sont des théories bien définies, qui font des prédictions. Certaines sont évidemment très corroborées, d'autres pas encore. Mais ces théories ont été pensées pour répondre à des questions claires de théorie des champs, de gravitation, etc. Pas du tout pour créer un lot d'univers multiples. Le lot d'univers multiples, il apparaît comme une conséquence de ces théories. Et ça, c'est complètement différent. Parce que ça veut dire que ce que vous devez tester, ce n'est pas les univers multiples, c'est la théorie elle-même. Et tester la théorie, on peut le faire. Alors en théorie des cordes, c'est dur, en gravité quantique à boucle, c'est dur, mais ce n'est pas absolument impossible. Ça se fera peut-être dans les temps à venir. Et donc, ce que je veux dire, c'est que si ces théories venaient à être infirmées par les observations, alors toutes leurs conséquences s'effondreraient avec elles, y compris le lot d'univers multiples. Si au contraire, elles venaient à être suffisamment bien corroborées pour devenir de nouveaux paradigmes, je crois qu'il y aurait quelque chose de l'obstination, pour ne pas dire de l'obscurantisme, à leur dénier la conséquence univers multiple, alors même qu'elle est écrite dans certaines théories et qu'elle permet de résoudre certaines apories de physique théorique. Mais on peut aller encore plus loin que ça. Je crois qu'il n'y a pas de déplacement paradigmatique fondamental en l'occurrence. Parce que si votre modèle prédit une structure arborescente d'univers, si vous connaissez, ce qui est très dur à faire à l'heure actuelle, c'est pour ça que je parle au conditionnel, mais si vous connaissez le paysage de la théorie, c'est-à-dire les différents vides possibles, pour le dire simplement, si vous savez calculer le facteur de pondération anthropique, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas forcément n'importe où dans ces univers. Il faut tenir compte du nombre d'observateurs par univers, toute chose qu'on ne sait pas faire et qu'on pourrait savoir faire. Alors, le simple fait d'observer un seul échantillon est déjà une mise à l'épreuve. Vous savez, en physique, toute mesure est une mesure statistique. Les ondes gravitationnelles qui viennent d'être évoquées, le premier article donne un niveau de confiance qui est très élevé. Donc, tout le monde est convaincu qu'on les a effectivement mesurées. Mais ce n'est quand même qu'un niveau de confiance. On n'a toujours qu'une détection à un certain niveau de confiance. C'est vrai aussi pour la découverte du boson de Higgs. Et donc finalement, ce que ça signifie, c'est quoi? C'est que si votre modèle prédit un très large échantillon statistique et que vous n'en observez qu'un seul univers, bah évidemment, c'est moins pratique pour le tester que si vous pouviez en observer 1 milliard. Mais ce n'est pas un déplacement fondamental de la méthode scientifique. C'est un peu comme si au LHC, on avait une seule collision. Bah évidemment, on n'aurait pas trouvé le boson de Higgs. C'est absolument certain. Mais on aurait déjà pu écarter certains modèles exotiques ou ineptes de physique des particules. Voilà. Donc ça, ce sont un peu, je dirais, les linéaments, me semble-t-il, de la réflexion sur ce domaine. Et donc pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que je crois qu'il faut raison garder sur cette question. Voilà. J'ai remarqué que l'idée de multivers cristallise une sorte de crispation chez les philosophes des sciences et les physiciens eux-mêmes d'ailleurs. Certains considèrent que c'est acté. Voilà, nous sommes dans le multivers, cette nouvelle révolution copernicienne a eu lieu, c'est évidemment exagéré. D'autres considèrent que c'est de la pseudoscience, que c'est une imposture intellectuelle, c'est aussi le reproche qu'on fait
aux philosophes, par exemple, à ceux qui lisent de la philosophie continentale française, c'est évidemment exagéré aussi. Je crois qu'une révolution est possible, nous ne savons pas encore ce qu'il en sera, et il me semble qu'à ces postures malveillantes et finalement assez pauvres, il faut opposer la richesse d'une pensée subtile et nuancée, c'est-à-dire tenter l'investigation, éventuellement la mettre en résonance avec une philosophie contemporaine, je pense à Jean-Clé Martin par exemple, qui est un penseur du plurivaire, et voir ce que ça donne, quitte bien sûr à revenir en arrière. Comme disait Deleuze, il n'y a pas de pont, il n'y a que le saut. Merci. Question Aurélien dans le multivers. Vous dans un autre univers, n'hésitez pas. J'avais seulement un commentaire que même dans la théorie des cordes, c'est pas trop clair que tout cet univers est là. Alors il y a beaucoup de constructions, mais il y a beaucoup d'ingrédients dans les constructions. Alors bien sûr en Californie où les gens sont il y a beaucoup de soleil, les gens sont très enthousiastes. Alors là ils pensent qu'il y a beaucoup d'univers. Ici en France il y a un peu plus de nuages. Alors il y a des gens qui sont un peu plus pessimistes. D'autres questions, d'autres commentaires à ce qu'Aurélien nous a expliqué sur le multivers? Oui, une petite question. Si les univers multiples sont une conséquence des théories, quelles sont les autres conséquences possibles ? Pour répondre, qui est l'exemple du scénario inflationnaire, peut-être puisqu'on en a évoqué beaucoup. Donc certaines variantes du scénario inflationnaire conduisent à cette structure de multivers, mais le scénario inflationnaire a beaucoup d'autres prédictions. Par exemple, un spectre de puissance primordiale qui est presque invariant d'échelle, mais pas tout à fait, légèrement incliné. Par exemple, des perturbations qui ont une statistique gaussienne, et ainsi de suite. Par exemple, une densité, enfin un univers qui est pratiquement minkowskien, enfin pratiquement plat à grande échelle, etc. Et toutes ces prédictions ont d'ores et déjà été vérifiées. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de la physique détaillée de l'inflation, et c'est exactement ce qu'on commence à pouvoir faire. Et ça, je trouve que c'est quand même assez miraculeux, finalement. Le fond diffus cosmologique est maintenant sondé avec un niveau de précision tel qu'on commence à pouvoir véritablement contraindre ce qui était la physique dans l'univers, quelques milliardièmes de secondes après le Big Bang, à partir de l'observation du rayonnement qui s'est découplé 380 000 ans après le Big Bang. Et la raison de ça, c'est que pendant cette phase d'inflation, eh bien, en réalité, le champ physique qui vraisemblablement emplissait l'univers a très légèrement varié, et cette petite variation qui a eu lieu entre les grandes et les petites échelles dépend de la forme du potentiel auquel il est soumis. Et la forme du potentiel est liée à cette question. Donc je crois que ce qui est... Alors, ma réponse est très ponctuelle, je ne peux pas faire une réponse générique, mais il y a des corrélations entre ces observations, donc tout espoir n'est pas perdu. On remercie Aurélien encore.